Si la chasse a souvent mauvaise presse, il y en a une qui se porte extrêmement bien dans notre pays, c'est la chasse aux identitaires. Et pour en parler, j'ai souhaité accueillir le président de la Ligue du Midi, Richard Roudier. Bonsoir Martial. Bonsoir Richard. Alors vous avez parlé de cela et de beaucoup de choses, mais néanmoins, vous ne cessez de dénoncer les atteintes à la liberté d'expression. La dernière en date, c'était en février, à la mi-février, je crois, à Toulouse. Là, la violence s'empare de la ville rose, qui devient véritablement une ville rouge. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là ? Écoutez, d'abord, il faut dire une chose, c'est que depuis plus d'un an, tous les samedis, les antifas s'entraînent aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier, et forcément, si on les laisse faire, ils commencent à prendre du caquet, comme on dit chez nous, et c'est-à-dire en vouloir en faire toujours plus. Et là, il y avait une réunion dans laquelle était prévu Robert Ménard et François Bousquet de la nouvelle librairie, gros voyous silanés à l'éternel, et donc ces gens-là ont décidé que il n'était pas question de les laisser parler. Donc ils sont arrivés munis de bombes incendiaires qui sont composées d'espèces de bombes spray qu'on entoure avec du scotch, avec des bouteilles d'essence, etc., qu'on jette et qui en plus de brûler explosent. Et peuvent donc causer de gros dégâts sur les biens et surtout sur les personnes. Imaginez que la bombe vous explose à côté du visage. Vous êtes défiguré pour la vie. Heureusement, il y avait un service de sécurité. Et c'était combien de leur côté ? Oh, ils étaient entre 40 et 50. Voilà. Ils n'étaient pas beaucoup pour ce soir-là. Donc, il faut dire qu'ils avaient eu du mal à se regrouper, étant donné que nos amis avaient déjà été obligés d'abandonner une première salle. C'est-à-dire les antifas qui savaient que Ménard, Bousquet, etc. devaient venir à Toulouse, avaient fait pression sur le propriétaire de la salle pour qu'il annule. Le propriétaire de la salle a évidemment annulé, parce qu'on n'est pas quand même trop courageux donc dans notre pays. Et comme ce sont quand même des bons militants aguerris, ils ont immédiatement, je crois sur la même avenue, trouvé à quelques centaines de mètres une autre salle. Et ils ont improvisé donc une nouvelle réunion. Mais, étant donné que dans la première salle, les propriétaires étaient très à l'extrême gauche, ils les ont évidemment dénoncés aux antifas, qui se sont déplacés et qui ont attaqué le nouveau rassemblement. Heureusement, un service d'ordre, heureusement, j'allais dire. Heureusement, parce que s'ils avaient réussi à rentrer dans la salle avec des bombes incendiaires, il y aurait eu au moins des blessés graves, sinon pire. Alors, ce qui est quand même à dénoncer, c'est l'attitude de la police. Alors, je sais bien que c'est pas la police qui commande, derrière, c'est les autorités préfectorales, le parquet, etc. La police, donc, a mis 10 minutes après les premiers affrontements pour intervenir. Voilà, et donc je vous laisse. J'ai eu moi au téléphone donc des amis et des amies filles qui étaient dans la salle, qui m'ont dit franchement on a eu très peur. Voilà. Donc où on en est aujourd'hui à Toulouse, c'est la même chose, je pourrais vous dire, c'est la même chose à Montpellier, on pourra en reparler, où on est toujours sous l'effet de provocations diverses et variées. Est-ce que vous pensez vraiment que les grandes villes françaises, parce que je pense aussi à Rennes, à Bordeaux, à Nantes, sont sous la coupe de cette extrême gauche violente et qui agit en impunité, semble-t-il? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi? Impunité totale. S'ils ne sont pas arrêtés sur place en flagrant délit, il n'y a jamais de poursuite. Et donc, comme ils ont ce sentiment d'impunité, ils montent toujours en grade. Voilà. Et donc j'ai pensé, en vieux militant, j'ai pensé qu'il fallait arrêter cette dérive, et c'est pour ça que nous organiserons le 11 mars à Toulouse à 18h30, nous organiserons une nouvelle réunion avec un gros plateau, avec un appel d'avocats, avec un appel de responsables d'organisation, de façon à ce que nos amis souverainistes, nationalistes, identitaires de Toulouse puissent reprendre pied et puissent se relancer de plus belle. Je crois que si on ne prend pas le chemin de la reconquête, on passera totalement sous le boisseau.
Alors, vous travaillez avec beaucoup d'autres partis, associations. Je pense aux militants de Riposte laïque de Pierre Cassin, avec la présidente de Résistance républicaine, Christine Tazin, qui est venue régulièrement sur TV Liberté. Est-ce toujours le cas de travailler avec elle, malgré sa condamnation, je cite quand même, à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme? Richard Roudier. Oui, mais enfin, apologie du terrorisme. J'étais dans une réunion organisée par un colloque organisé par Maître Collard. Lui aussi, d'ailleurs, est poursuivi pour apologie du terrorisme. Mais bon, on est dans un pays où maintenant, dénoncer le terrorisme avec des images, ce n'est plus possible. C'est quand même extraordinaire que Marine Le Pen, Christine Tassin ou Gilbert Collère soient poursuivis pour apologie du terrorisme islamiste. Alors qu'on sait quand même, en particulier Christine Tassin, dans quelle estime elle tient donc les terroristes islamistes. Ben, c'est un contempteur avéré. Ouais. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton fils. Cette fois-ci, c'est votre fils Olivier Roudier qui doit faire face à une enquête préliminaire. Dans quelles circonstances encore la famille Roudier se retrouve face à la justice? Alors, c'est tout à fait simple. On est dans la suite, on est en mai donc de 2019 et on arrive sur la fin de l'affaire de Muriel Rességuier et donc l'enquête parlementaire pour la dissolution des ligues d'extrême droite, etc. Et donc, à ce moment-là, on trouve que maintenant il faut réagir, que il n'y a absolument rien dans ce dossier, que Muriel Rességuier a fait ça. D'ailleurs, on n'entend plus parler maintenant de Muriel Rességuier. Elle a réussi à se fâcher avec Mélenchon, avec ses amis de Montpellier pour monter une liste. Enfin bon, une situation catastrophique. Et donc, on décide de faire une conférence de presse. On loue donc le club de la presse qui nous accepte. Le jour venu, vous vous rappelez de cette affaire, le jour venu, on nous dit « Ah non, mais c'est pas possible, sur pression du personnel, des journalistes, on a décidé de vous enlever la salle. » Donc, on rebelote, je fais ce qu'ont fait les Toulousains quelques mois plus tard. Je loue immédiatement un espace à proximité et nous faisons une conférence de presse suivie par une cinquantaine de nos adhérents et de nos sympathisants. Là-dessus, quelques secondes ou quelques minutes après que nous avons commencé, il y avait d'ailleurs Pierre Cassin qui était présent. Quelques minutes après, nous avons la présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle Sophie Mazas, qui est avocate, tenez-vous bien, qui arrive, qui commence à chahuter avec une dizaine de ses complices, qui renverse des chaises, qui nous interpelle, qui se frotte de façon tout à fait obscène aux membres de notre service si je puis dire, de notre service de sécurité. Donc il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés pour ne pas réagir. Donc, aucune réaction de notre part, parce qu'on connaît quand même la musique, si ce n'est des altercations verbales avec ce qu'on appelle des noms d'oiseaux, mais bon, qui sont normales, je dirais, dans le débat, et dans la mesure où on descend dans le terrain de la rue, où une avocate, présidente de la Ligue des droits de l'homme, descend sur le terrain de la rue et commence à agresser verbalement des identitaires, elle comprend qu'il va y avoir au moins verbalement des paroles, etc. Et donc, 6 ou 7 mois après, nous recevons Pierre Cassin et Olivier Roudier, reçoivent donc enquête préliminaire. Veuillez vous présenter auprès du juge d'instruction pour lui expliquer pourquoi, à tel moment, etc., etc. Vous avez prononcé des injures à caractère sexiste. Forcément. Mais alors, France Info, moi, j'ai regardé France Info qui, lui, parle à ce moment-là d'une agression. Un journaliste présent a été agressé. Après, le journaliste de France Info dit bousculé, voilà. Parce que je crois qu'il a eu un peu sa chemise déchirée. Oui, et il a perdu un bouton. Voilà, et France Info précise que, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Heureusement. Heureusement, mais ils savent, ça c'est quelque chose, la provocation, c'est quelque chose qu'ils ont dans le sang. Alors ils envoient une fille, en plus, contre laquelle il est difficile, même un service d'ordre, difficile de repousser donc une ou des filles.
Et donc, elles arrivent après, elles font ce qu'elles veulent. Il y avait quand même un membre du groupe des Brigandes, qui avait été aussi vilipendé par Muriel Rességuier, qui avait un plâtre, et qui avait sa jambe sur une chaise, allongée. Et bien, elle est arrivée, elle a fait une balayette à la chaise, et la jambe de notre camarade est tombée par terre. Elle a hachu, disons. Donc voilà. Impossible maintenant, si nous n'y prenons pas garde, ces gens-là sont chouchoutés, couvés par le pouvoir en place pour faire donc de la provocation et pour nous éliminer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'acharnement contre la Ligue du Midi ? Non. Une commission d'enquête qui n'aboutit à rien, des agressions. Oui, c'est-à-dire, bon, il commence à y avoir un peu de changement avec, au mois de septembre, donc 2019, il y a eu un changement d'administration. Et il y a donc 3 membres de la haute administration qui ont été changés. Le préfet de Montpellier, qui est un ancien gendarme au gradé, maintenant. Il y a eu donc le directeur départemental de la police et le procureur de la République. Les choses commencent un peu à s'améliorer, parce que Montpellier était, avec le laxisme donc de l'administration et du parquet, Montpellier, tout pendant plus d'un an, à partir du 17 novembre 2018, pendant plus d'un an, Montpellier est devenu un véritable champ de ruines. Donc il y avait, tous les samedis, il y avait gaz lacrymogène, jets de pierre, jets de boules de pétanque, etc. En dehors, à l'écart ou en marge des manifestations des Gilets jaunes. Bien entendu. Malgré les déboires et les bâtons dans les roues, la ligne du Midi poursuit ses activités. Élément essentiel qui va ponctuer l'actualité du mois de mars, c'est les municipales. Alors, quelle est votre stratégie ? J'ai vu dans Libération récemment, avec des propos surprenants d'ailleurs, un plan d'invasion de la droite radicale dans les municipalités. Non, il faut pas... Est-ce qu'on doit avoir peur ? Oui, il faut surtout pas avoir peur, il faut voter pour eux. Non, la Ligue, en accord avec un certain nombre de têtes de liste, essentiellement sur le Gard, l'Hérault, un petit peu sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, la Ligue soutiendra un certain nombre de têtes de liste qui se présentent soit liste de rassemblement large, soit liste divers droite ou union des droites. Voilà, donc nous avons, alors même si la Ligue du Midi ne fait pas de la politique électoraliste, la Ligue du Midi soutiendra, ou enfin donnera des consignes pour qu'on vote pour les membres de la Ligue qui sont donc sur ces listes. Et c'est vrai qu'il y aura au moins une vingtaine de listes dans les départements que j'ai indiqués, sur lesquels il y a des membres ou des cadres de la Ligue du Midi en position éligible ou même en position de maire. Autre chose, mais alors on se projette déjà dans les mois à venir, un défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc le 17 mai à Montpellier. Pourquoi pas à Perpignan, par exemple, s'il y a un maire... Moi, j'espère que Louis Alliot, je le salue, Louis Alliot sera le nouveau maire de Perpignan, et je souhaite qu'on puisse collaborer avec les maires des grandes villes, ou des villes moyennes, ou même des petites villes. Mais si vous voulez, on est dans un processus de reconquête. Hein, on le voit à Toulouse, on part de bas. Je vous rappelle que la cérémonie ou les cérémonies pour Jeanne d'Arc avaient été interrompues depuis 20 ans. Ça fait 2 ans, c'est la 2e fois que nous avons participé à l'organisation de la cérémonie. La 2e année, c'est-à-dire l'an dernier, au mois de mai, il y avait quand même entre 80 et 100 personnes, ce qui est quand même pas mal. Cette année, donc, avec nos camarades de l'Action française, nous allons faire donc une nouvelle cérémonie, mais cette fois-ci précédée d'un défilé. Voilà, c'est-à-dire on partira d'un point A jusqu'à un point B, on fera environ 1 kilomètre, et nous irons après faire les discours et déposer des gerbes de fleurs sous la statue de Jeanne d'Arc au boulevard Pasteur. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Parce que c'était la tradition pendant des années, on a défilé, ou parce que pour vous, Jeanne d'Arc, c'est un élément, une vigie, un exemple ? C'est le saint patron de la France, premièrement. Ce qu'oublient bien souvent les maîtres de la République, qui la font passer à la trappe. Et puis, bon, j'ai l'occasion de dire toujours que la résistance passera par les femmes.
Regardez justement nos héros, Sainte-Geneviève, Ségurane, Jeanne d'Arc. Regardez aussi la résistance française, donc dans la dernière guerre mondiale, les héroïnes. Et c'est une tradition européenne. Et que je suis un fervent défenseur de la civilisation européenne, les saintes, on a énormément de saintes, on a des héroïnes, on a des guerrières, ce qui est quand même propre à notre civilisation. Beaucoup de femmes chefs d'État d'ailleurs en Europe. Et je crois que c'est une bonne chose, donc, de mettre la femme sur un piédestal, de la mettre à l'honneur, surtout que on le voit souvent parler de Christine Tassin. Christine Tassin est quand même un personnage. Alors bon, on me dit souvent, oui, mais elle est ceci, elle est cela, ou elle est pas ceci, ou pas cela. C'est ceux qui en font le moins qui en disent le plus. Non, mais vous savez, dans une barricade, il y a deux côtés, il n'y en a pas trois. Il y a ceux qui sont d'un côté, il y a ceux qui sont de l'autre. Je suis persuadé que Christine Tassin sera à nos côtés. Voilà, on ne peut pas lui reprocher son courage. Voilà. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc, et puis alors, 2020, c'est l'année des 10 ans. 10 ans déjà, de la Ligue du Midi. Et ça fait seulement 6 ans qu'on en parle, depuis la naissance de TV Liberté. Ça sera les 5 et 6 septembre prochains. Est-ce que vous allez faire un bilan ? Oui. Alors c'est pour ça que nous le faisons sur 2 jours. C'est-à-dire que nous allons faire soit le samedi, nous ferons un mini-congrès ou une assemblée générale extraordinaire. Et donc là, je pense que ça sera un deuxième départ de la Ligue du Midi. Je suis très content. Donc, vous partez Pardon ? Vous partez ? Mais si les militants le veulent, oui, je partirai. Mais vous vous représentez ? Non, mais c'est pas, oui, pas un piège, c'est une question piège. Comme disait l'autre, le général, si les dieux me prêtent vie et assistance, pourquoi pas ? Je suis en bonne forme. Tous les ans, je fais mon état de santé devant les militants et les cadres de la Ligue du Midi. Je crois que je suis en forme. J'ai eu une petite intervention en début d'année, mais quelque chose de tout à fait banal. Je suis en bonne forme, je vois pas pourquoi. Mais s'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi, je veux dire, je ne m'accrocherai pas. J'ai tellement de choses à faire, aussi bien sur le plan politique que sur le plan familial, sur le plan de mes diverses activités, que je ne m'ennuierai pas. Alors, ce bilan, 10 ans. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas ? C'est facile à dire, mais... Je suis satisfait. Parce qu'on a le sentiment que le mouvement identitaire, il marque un peu le pas partout. Sous la persécution, sous les accusations. Oui. Mais c'est-à-dire que là où je suis particulièrement satisfait, c'est que malgré toutes ces avanies et malgré les coups, la Ligue du Midi, qu'on a voulu faire disparaître, comme Muriel Rességuier par exemple, on s'est monté quand même jusqu'au chef de l'État, c'est pas rien. Je crois que la Ligue du Midi a su faire le dos rond au moment où ça c'est un peu le calme des vieilles troupes, vous voyez. Il faut à un moment donné prendre un temps de pause, arrêter, se ressourcer, prendre des forces, et puis après, redémarrer de plus belle. Actuellement, les effectifs de la Ligue du Midi ont dépassé 500 adhérents. Pour une seule région, la région Occitanie. Si vous multipliez par la France, par l'ensemble des régions françaises, ça fait presque 10 000 adhérents. 10 000 adhérents, il y a beaucoup de mouvements en France, ou même de partis politiques qui aimeraient les avoir. Donc, à ce titre-là, je suis satisfait. Mais je trouve que ça avance pas assez vite. Alors, c'est peut-être mon âge aussi qui fait que je voudrais que ça avance plus vite. J'aimerais voir, avant de regagner les dieux du Valhalla, j'aimerais bien quand même voir quelques succès symptomatiques apparaître. Alors, c'est ma dernière question, et vous venez de l'évoquer. Est-ce qu'il y a un avenir pour les mouvements identitaires ? Ou l'idée d'identité, les deux, mouvements identitaires, seulement identitaires, ou quand cette identité est reprise dans un mouvement populiste, ou dans un mouvement national, ou dans un mouvement patriote. Moi, quelle est la meilleure formule ? Je crois que j'entends de ci, de là, j'entends la représentante ou la présidente d'un grand parti politique électoraliste reprendre un certain nombre de nos idées. J'aimerais que ça aille beaucoup plus loin. Mais j'ai souvent dit, encore, je publiais ça il y a une semaine, je crois, que l'activité politique doit marcher sur 2 jambes. Ça a toujours été ma grosse théorie. Elle doit marcher sur 2 jambes. Premièrement, une activité électoraliste. Si on peut prendre le pouvoir par la voie des élections, pourquoi pas ? Et ce serait criminel de ne pas le faire. Et deuxièmement, l'existence d'un mouvement d'agit-prop,
qui fait de la formation de cadres, qui lance de nouvelles idées, qui trace des pistes, etc., etc. Et ça, c'est le travail de la Ligue du Midi. Pas seul, il y en a d'autres qui font du bon travail, en particulier donc Génération Identitaire et d'autres mouvements. Et je crois que si on ne fait pas marcher les deux à la fois, on ne gagnera jamais le pouvoir. Parce que si on a une stratégie, c'est pour atteindre le pouvoir. Si on n'a pas atteindre le pouvoir, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller faire du jardinage. Je crois que les deux sont absolument nécessaires. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui disait, si on n'atteint pas les cœurs, on n'atteindra pas les urnes. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Et je suis satisfait. J'étais dans une réunion à l'Est. Prenons la semaine dernière, j'ai profité de la période de la galette des rois, qui est quand même maintenant un peu dépassée, pour faire une tournée des principales villes d'Occitanie et des villes moyennes. J'ai vu entre 300 et 400 adhérents de la Ligue du Midi. J'étais à Alès il y a une semaine. J'étais devant une trentaine d'adhérents, ce qui pour Alès, qui est une petite ville perdue au fin fond des Cévennes, n'est pas si mal que ça. Et je me disais, c'est quand même satisfaisant sur cet auditoire d'avoir 75% de personnes de moins de 45 ans, dont des jeunes de 15 et 17 ans. Donc tout ça me renforce, tout ça renforce la Ligue. Et maintenant, il faut aller au-delà. Merci beaucoup Richard Roudier, bon retour. Merci Martial.